Une nuit peut tout changer. Un appel imprévu, une rencontre, un accident, une révélation. Et aujourd'hui, on va parler de films qui exploitent précisément cette contrainte. Des histoires qui se déroulent intégralement en une seule nuit. Dans le cinéma, cette unité de temps devient un formidable terrain de jeu narratif. Concentrer toute une histoire sur quelques heures nocturnes, c'est créer une tension particulière, une urgence qui transforme le moindre événement en moment crucial. Cette contrainte temporelle fascine les cinéastes depuis toujours, parce qu'une nuit, c'est à la fois long et court. Assez long pour qu'une vie bascule, assez court pour maintenir une tension dramatique constante. C'est le terrain idéal pour explorer les personnages sous pression, révéler leur vraie nature quand les masques tombent, et puis il y a cette dimension symbolique de la nuit, le moment où les conventions sociales s'estompent, où l'inconscient remonte à la surface, où l'extraordinaire peut surgir du quotidien. La nuit, c'est le territoire du rêve et du cauchemar, de la transgression et de la révélation. Bon, on aurait pu parler d'After Hours de Scorsese, de Collateral de Michael Mann, d'Une nuit en enfer de Robert Rodriguez ou encore d'Halloween de John Carpenter, mais ces films vous les connaissez déjà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de vous emmener vers des territoires moins balisés, des œuvres qui exploitent cette contrainte d'une seule nuit de manière vraiment originale. Bref, voici 5 films qui se déroulent en une seule nuit. Et pour commencer, je vais vous parler d'un thriller apocalyptique complètement dingue qui mérite vraiment d'être redécouvert. C'est un film de 1988 avec une esthétique visuelle unique et une tension qui ne retombe jamais. Je vous parle de Miracle Mile. Miracle Mile, c'est le film que personne ne connaît mais que tout le monde devrait voir. Steve de Jarnatt signe ici un thriller apocalyptique qui fonctionne comme une machine à angoisse parfaitement huilée. Et pourtant l'histoire de ce film est aussi fascinante que le film lui-même. De Jarnatt écrit le scénario au début des années 80, mais ça va être un vrai parcours du combattant pour le porter à l'écran. D'abord acheté par la Warner, qui refuse de confier la réalisation aux novices de Jarnatt, puis le projet est envisagé comme segment de la 4e dimension de Spielberg et John Landis, mais de Jarnatt s'y oppose. Il finira par racheter les droits de son propre scénario et attendre 8 ans pour trouver les financements. Cette persévérance, elle vaut le coup. It's happening. I can't believe it, but we're locked into it. 50 minutes and counting. Christ, I just can't take it. I can't fucking take it. L'histoire, c'est Harry qui reçoit un appel par erreur dans une cabine téléphonique du célèbre Johnny's Coffee Shop sur Wilshire Boulevard. Au bout du fil, quelqu'un lui annonce qu'une attaque nucléaire va frapper Los Angeles dans exactement 70 minutes. Vrai ou faux, impossible à savoir. Mais Harry doit absolument retrouver Julie, la femme qu'il vient de rencontrer et pour qui il a eu le coup de foudre. Et c'est parti pour 87 minutes de tension pure, filmée presque en temps réel. Visuellement, De Jarnatt transforme Los Angeles en personnage principal. Ses néons caractéristiques des années 80, ses éclairages fluorescents qui baignent tout dans des tons rouges et oranges, cette esthétique de diner américain nocturne, le réalisateur et son directeur photo Theo Van Zandt créent une atmosphère unique entre rêve éveillé et cauchemar urbain. Cette surabondance de lumière vive, clignotante, ces halos colorés donnent au film une dimension onirique troublante. Le coffee shop, avec ses énormes burgers tournoyants, les enseignes lumineuses qui créent cette géographie nocturne si particulière, tout concourt à créer un Los Angeles fantasmé, presque surnaturel. La musique de Tangerine Dream vient parfaire cette ambiance crépusculaire, ajoutant une dimension électronique qui amplifie l'aspect cauchemardesque. Just go back the on-ramp. Okay, whatever you say, man. Look, just drive as fast as you can and keep going. Don't stop at any light unless I say so. This is as fast as it goes. This is the wrong way. Ce qui rend Miracle Mile fascinant, c'est sa façon de montrer comment l'information se propage.
Pas besoin d'effets spéciaux spectaculaires, juste cette contamination progressive de la panique, cette civilisation qui se délite sous nos yeux en temps réel. De Jarnat filme avec une intelligence rare cette paranoïa collective qui gagne de proche en proche. D'abord l'incrédulité, puis le doute, puis cette panique sourde qui va transformer une nuit ordinaire en apocalypse urbaine. Le film anticipe brillamment notre époque de fake news et d'anxiété collective. Cette question centrale, comment réagir face à une information invérifiable mais potentiellement vitale. Harry devient notre guide dans ce Los Angeles qui bascule, témoin impuissant d'une société qui révèle sa vraie nature sous la pression de l'urgence. Miracle Mile, c'est le film pré-apocalyptique ultime, porté par une ambiance visuelle unique et une tension qui ne retombe jamais. Un bijou méconnu à découvrir absolument. Hey, y'all ready to go? You the pilot? Pilot. Isn't there a pilot here? Not yet. Clock's ticking too. First plane out leaves in 10 minutes. Oh. Here, hold this. You guys friends to Landis? What, you gotta take a helicopter to get to the balloon? What balloon? Alors pour le deuxième film, j'ai aussi une sacrée pépite et c'est un film qui va vous retourner le cerveau. Petit budget, tournage de 5 jours seulement, mais un concept absolument génial. Laissez-moi vous parler de cohérence. Kevin? I can barely hear you. Yeah, that better? Not much. Avec cohérence, James Ward Birkitt prouve qu'on peut faire de la science-fiction intelligente avec 3 fois rien. Budget dérisoire de 50 000 $, maison du réalisateur comme décor unique, 5 jours de tournage seulement, mais quel résultat! Un chef-d'œuvre de minimalisme qui rivalise avec les plus gros budgets hollywoodiens. L'histoire, 8 amis se retrouvent pour un dîner le soir où passe une comète mystérieuse, coupure d'électricité, téléphone en panne et progressivement des événements de plus en plus étranges. Sans spoiler, disons que Birkitt utilise brillamment les théories quantiques pour créer un huis clos déstabilisant où chaque découverte remet en question la réalité même. Okay, I read one more thing. Oh, another story. Okay, just one more. It's called the Tunguska event, and it was a comet or a meteor or something like that that entered the atmosphere over Siberia and exploded over Earth. So it didn't actually have physical impact, it didn't touch Earth, didn't leave a crater or anything, but the force of that explosion flattened trees for hundreds of miles. But it only killed about 1 to 2 people. Because they were in Siberia, there's probably only 2 people there. Yeah, but So they wiped don't out the population of necessarily. Siberia. Basically, yeah. Right. Well, that doesn't make you feel better. And when was this? It's like in 1908, 1903. Le génie du film, c'est sa méthode de tournage. Les acteurs n'avaient pas de scénario, juste des fiches avec les motivations de leurs personnages et quelques points clés de l'intrigue. Ils ignoraient ce que faisaient les autres acteurs, créant des réactions vraiment naturelles. Birkitt dirige ses acteurs comme s'ils vivaient réellement cette soirée troublante. Chaque jour de tournage, il leur donnait de nouvelles informations, de nouveaux éléments à découvrir, maintenant cette incertitude qui transpire à l'écran. Le résultat, c'est cette spontanéité, ces réactions de surprise authentiques qu'on ressent en regardant le film. Oh my God. What is it? These are pictures of all of us. They're pictures. Somebody marked us. There's, I'm trying to figure this out. This is insane. and there are numbers on the back. Hugh, Baby, what did you see? Hugh, what did What you did see? you see? Oh, Jesus Christ, man, you can't stand there not saying anything. What did you see? Hugh! There are pictures Hugh, of what us did you in this see? box. Hugh! Visuellement, Birkitt filme caméra à l'épaule dans cet unique décor qui est sa propre maison, créant une intimité oppressante. Pas d'effets spéciaux tapageurs, juste cette montée progressive de l'angoisse et du doute.
L'éclairage naturel, ces bougies qui créent des jeux d'ombre inquiétants, cette atmosphère feutrée qui vire progressivement au cauchemar, le film joue sur nos certitudes les plus basiques. Qui sommes-nous vraiment? Comment être sûr de notre identité? Cohérence transforme un simple dîner entre amis en exploration vertigineuse des théories des multivers. Sans jamais tomber dans l'exposition scientifique lourde, Burkitt distille les concepts quantiques dans son récit, les rendant accessibles et dramatiquement efficaces. Ce qui frappe, c'est cette construction en spirale où chaque révélation en amène une autre, plus troublante. Le film fonctionne comme un puzzle dont les pièces ne cessent de bouger, remettant constamment en question ce qu'on croit comprendre. Et cette fin, elle va vous hanter longtemps. Cohérence réussit le tour de force de faire du concept philosophique un pur spectacle captivant, un thriller existentiel qui prouve que l'intelligence narrative vaut tous les budgets du monde. Is everything okay with Hugh's car? What do you mean? Well, did they take anything? You just checked on his car. Did they take anything? Ok, alors pour le troisième film, on change complètement de registre avec un thriller urbain des années 90 qui a tout pour plaire. Du casting à l'action et surtout une ambiance nocturne de dingue, c'est La Nuit du Jugement. Stephen Hopkins signe avec La Nuit du Jugement un thriller urbain impitoyable qui transforme Chicago en terrain de chasse. Un film qui capture parfaitement cette paranoïa urbaine des années 90. Cette angoisse de la classe moyenne face à une violence qu'elle ne comprend pas. 4 amis en route pour un match de boxe prennent un raccourci et deviennent témoins d'un meurtre dans un quartier malfamé, désormais traqué par le meurtrier et sa bande. Ils vont devoir survivre jusqu'à l'aube. Le casting fonctionne parfaitement et c'est là toute l'intelligence du film. Emilio Estevez en père de famille dépassé, Cuba Gooding Jr. en ami fidèle, Steven Dorff en petit frère immature et Jeremy Piven en avocat lâche qui révèle sa vraie nature sous la pression. Tom Cruise et Christian Slater avaient été envisagés pour les rôles principaux, mais le choix d'Estevez s'avère parfait. Il incarne parfaitement cette figure de bourgeois américain confronté à ses limites. Mais c'est Denis Leary qui vole la vedette dans un rôle de psychopathe glacial. Sa performance est si convaincante qu'elle en devient dérangeante. Leary révèle ici une facette d'acteur dramatique impressionnante. Son Fallon est un prédateur urbain terrifiant, intelligent et imprévisible. Peter Green et Everlast du groupe House of Pain complètent cette galerie de méchants mémorables. You smiling at, man? No, I understand, man. I respect you. I know what you're doing. You're taking care of your block. That's great. But these motherfuckers rip me off. That can't happen. You know what I mean? I don't know. Yeah, you know, man. If I fuck with you right now, you look like shit in front of your boys. So you tell me, how much is this gonna cost? Man, if I want your money, I'll take it, No, man. you can't take my money. But you can take my money. Hopkins filme Chicago comme un labyrinthe hostile. Le quartier de Cabrini Green, tristement célèbre pour sa criminalité à l'époque, devient un décor quasi post-apocalyptique où nos héros de banlieue aisés découvrent un monde qu'ils ne soupçonnaient pas. Ces HLM délabrés, ces rues désertes, ces gares abandonnées, tout concourt à créer cette géographie de la peur. La mise en scène joue sur les contrastes, éclairage néon qui perce l'obscurité, mouvements de caméra fluides qui suivent cette course-poursuite infernale et cette tension qui ne retombe jamais. Hopkins maîtrise parfaitement les codes du thriller urbain, alternant moments de répit et pics d'adrénaline. Ce qui rend le film passionnant, c'est cette dynamique de classe sociale
4 bourgeois projetés dans un univers de violence brute, obligés de révéler leur vraie nature sous la pression. Le scénario évite les clichés faciles pour explorer comment l'extrême danger révèle la personnalité. Qui va craquer? Qui va trouver des ressources insoupçonnées? Cette nuit va agir comme un révélateur. La nuit du jugement capture l'esprit d'une époque tout en proposant un thriller intemporel sur la survie et la révélation de soi. Bon, 4e film, et là on bascule dans la comédie d'aventure avec le premier film en tant que réalisateur de Chris Columbus, et franchement, ça se voit qu'il avait déjà du talent. Je vous parle de Nuit de folie. Nuit de folie transforme une soirée de babysitting en odyssée urbaine délirante. Columbus, déjà reconnu pour ses scénarios dans Gremlins ou Les Goonies, fait ses premiers pas derrière la caméra avec cette comédie d'aventure qui va définir un sous-genre, le film Une nuit de galère familiale. Elizabeth Shue joue Chris Parker, lycéenne de 17 ans qui accepte de garder Sarah et Brad, 2 enfants du voisinage. L'histoire bascule quand Brenda, la meilleure amie de Chris, l'appelle en panique depuis la gare routière de Chicago. Ce qui devait être une paisible soirée de babysitting se transforme alors en odyssée urbaine rocambolesque. Chris embarque les enfants dans une mission de sauvetage qui va les entraîner à travers tout Chicago, de péripétie en péripétie, multipliant les rencontres improbables et les situations de plus en plus délirantes. Oh my God! There's a man with a gun! Get me the hell out of here! Brenda, look, just hang up and sit down. Don't move, I'll be there in half an hour. Oh, please hurry! I think he's gonna kill somebody! Maybe me! Brenda? Ce qui rend le film attachant, c'est son mélange parfait entre comédie familiale et film d'aventure. Columbus apporte ici une vraie maîtrise du rythme et du ton. Le film enchaîne les péripéties, crevaisons, course-poursuite avec des voleurs de voitures, infiltration dans un gratte-ciel, sans jamais verser dans l'invraisemblable total. Chaque rebondissement découle logiquement du précédent. L'autre force du film, c'est qu'il évite l'écueil du côté artificiellement mignon. Les enfants ont une vraie personnalité, Sarah, obsédée par les comics, et Brad, ado boutonneux, secrètement amoureux de sa babysitter. Sir, we didn't mean to interrupt your little concert here. If you don't mind, we'd just like to let ourselves off the stage. Nobody gets out of this place without singing the blues. What? Nobody leave this place without singing the blues. You want me to sing? Mention spéciale à Vincent D'Onofrio dans l'un de ses premiers rôles en mécanicien, surnommé Thor par la petite Sarah à cause de sa perruque blonde. Columbus filme Chicago avec cette énergie des années 80, ses couleurs saturées, ses éclairages pop qui donnent au film son identité visuelle. La ville devient terrain de jeu gênant où chaque quartier réserve ses surprises, du South Side au gratte-ciel du Loop. Nuit de folie capture parfaitement cette magie des années 80 où une nuit pouvait transformer des gamins ordinaires en héros malgré eux. Un film généreux qui fonctionne à tous les âges. Sarah! 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 Sarah? Sarah! Guys, Sarah's in trouble. Et enfin, pour terminer cette section, je ne pouvais pas passer à côté du maître absolu du suspense. Un film génial, une prouesse de mise en scène et surtout un huis clos parfait. Je parle évidemment d'Alfred Hitchcock et du film La Corde. La Corde, c'est une prouesse technique autant qu'un thriller psychologique génial. Adapté de la pièce de Patrick Hamilton, le film transpose l'action dans un appartement new-yorkais où 2 étudiants, Brandon et Philip, étranglent leur camarade David et organisent une réception dans le même appartement, invitant famille et amis de la victime. Leur ancien professeur, Rupert, joué par James Stewart, va progressivement découvrir la vérité. La particularité du film, Hitchcock le filme en faux plan séquence continu de 80 minutes. En réalité, 11 plans d'environ 10 minutes chacun, durée maximale d'une bobine de pellicule à l'époque. Raccordés par des astuces visuelles, fondu au noir, passage en caméra derrière des personnages, dos à l'objectif, mouvement sur des objets. Pour 1948, c'est un exploit technique considérable qui demandait une coordination parfaite entre acteurs, caméra et décor. That's a lie, Philip.
There's no word of truth in the whole story. I never strangled a chicken in my life. Now, look here, Philip. I never strangled a chicken, and you know it. Forgive me, but it just seemed very funny, you two being so intense about an old dead chicken. Sorry. We were ridiculous and very rude. I apologize for both of us and the story. Wow. On suit cette soirée mondaine qui vire progressivement au cauchemar avec James Stewart magnétique en professeur qui flaire le piège. Farley Granger et John Dahl incarnent parfaitement ces deux personnages complémentaires. Brandon, l'intellectuel froid et calculateur, et Philip, plus fragile, rongé par la culpabilité. Le défi technique était énorme. La caméra, lourde et encombrante, devait évoluer dans cet appartement reconstitué en studio avec des murs amovibles pour permettre les mouvements. Les acteurs devaient mémoriser de longues séquences sans possibilité de rattrapage, coordonner leurs déplacements au millimètre près. Ils transforment l'appartement new-yorkais en véritable piège dramaturgique. Chaque objet participe à cette mécanique parfaite, le coffre qui contient le corps et sur lequel est dressé le buffet, les livres de Nietzsche qui révèlent la philosophie morbide des meurtriers, le métronome qui rythme l'angoisse, chaque mouvement de caméra, chaque cadrage participe à cette géométrie de la culpabilité. Where's David, Philip? I don't know. Why? Brandon knows. Does he? Doesn't he? Not that I know. Oh, come now. I don't. Why don't you ask Brandon? I have. La tension naît de ce décalage saisissant entre la normalité apparente de la réception et l'horreur qui se cache dessous. Les invités bavardent, boivent, plaisantent, ignorant qu'ils dînent au-dessus du cadavre de David. Cette ironie dramatique, Hitchcock la maîtrise comme personne. Le film explore les thèmes hitchcockiens par excellence, culpabilité, voyeurisme, perversité de l'intelligence. Brandon et Philip se croient supérieurs au commun des mortels, justifiant leur acte par une philosophie de surhomme nietzschéen. Mais face à Rupert, leur ancien maître, leur certitude vacille. La corde reste un modèle de construction dramatique et une leçon de mise en scène. Hitchcock y condense tout son art du suspense dans cette forme contrainte qui décuple l'impact émotionnel. Un film d'une modernité saisissante. Voilà pour cette sélection de films qui se déroule en une seule nuit, 5 approches radicalement différentes de cette contrainte temporelle. La contrainte nocturne fascine les cinéastes parce qu'elle correspond à quelque chose de fondamental dans l'expérience humaine. Ces moments où tout bascule, où le moment normal de l'existence s'interrompt. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quel autre thème vous aimeriez que je traite. Film de voyage dans le temps, film qui se déroule en temps réel, film avec une seule localisation, les possibilités sont infinies et j'ai déjà quelques idées qui me démangent. En attendant, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo et si elle vous a plu, vous pouvez la booster, ça serait génial. Si vous en avez la possibilité, vous pouvez souscrire à un abonnement premium avec déjà la vidéo de la semaine prochaine ou faire un tip sur mon compte Ko-fi. Ça m'aiderait beaucoup. Bonne découverte nocturne et à bientôt pour de nouvelles recommandations qui, j'espère, vous feront découvrir des pépites méconnues du 7e art.